Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Studio. Le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturels et naturels sont une source irremplaçable de vie et d'inspiration. C'est une définition du patrimoine proposée par l'UNESCO. Dans ce domaine, la Chine et la France s'inspirent mutuellement et leur partenariat se renforce au fil du temps. Nous en parlerons avec notre invité, Charles Personnat, directeur de l'Institut national du patrimoine, que vous allez découvrir dans un instant. Bonjour Charles Personnat. Bonjour. Et merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre bureau à l'Institut national du patrimoine. Vous êtes un historien et un haut fonctionnaire et vous avez donc pris la tête de cet institut en 2019. En 2019, oui, ça fait un peu plus de 4 ans. Et c'est un institut qui dépend du ministère de la Culture, un institut de formation des professionnels du patrimoine. Les fameux conservateurs du patrimoine. Les conservateurs du patrimoine qui travaillent dans toutes les spécialités du patrimoine, les archives, les musées, les monuments historiques, l'archéologie, et sans oublier le patrimoine scientifique, technique et naturel. Et nous formons aussi les restaurateurs du patrimoine, ceux qui interviennent directement sur les œuvres, qui vont les préserver pour qu'on puisse les transmettre aux générations futures. Nous sommes répartis sur 2 sites, ici à Paris où nous sommes, et puis un peu au nord de Paris, à Aubervilliers, où sont nos ateliers de restauration et où travaillent nos élèves restaurateurs. Alors notre mission, c'est de la formation initiale, vraiment pour des élèves fonctionnaires, ça sont les conservateurs qui passent un concours extrêmement exigeant après un master ou un doctorat, et puis pour les élèves restaurateurs qui, eux, restent 5 ans avec nous pour un master complet. Donc ça, c'est le socle de notre activité. Puis ensuite, nous faisons beaucoup de formations continues, plus d'une centaine de sessions par an pour les professionnels français du patrimoine. Et dernière mission, la coopération internationale. Oui. Coopération internationale qui s'étend dans beaucoup de pays. Alors évidemment, nous avons nos relations avec nos partenaires européens et aussi avec les États-Unis. Mais nous avons trois grandes zones d'action prioritaires que sont l'Afrique de l'Ouest et l'Éthiopie. Une grande zone qui va du Maroc jusqu'au Caucase, et puis on travaille aussi avec la Chine. Pour planter le décor de cette émission, on pourrait peut-être commencer par revenir sur la notion de patrimoine. C'est une notion qui recouvre des réalités différentes en fonction des pays et qui évolue avec le temps. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de cette notion de patrimoine en France et en Chine ? En France, c'est une notion qui s'est forgée dans le temps, qui s'est forgée dès avant la Révolution française, avec l'idée qu'il fallait préserver un certain nombre d'objets et de monuments emblématiques de notre histoire pour les transmettre. L'Église en a été un des principaux acteurs. Le pouvoir royal a pris la suite petit à petit, les grandes familles. Et au moment de la Révolution française, ce qui se passe, c'est que vous avez un phénomène que l'on a rencontré à plusieurs moments dans l'histoire, c'est-à-dire que vous avez à la fois du vandalisme, où l'on détruit les monuments, mais c'est aussi le moment où, devant ces destructions, un certain nombre de personnes se disent « Ah, non, là, il faut faire quelque chose pour sauver ce qui fonde finalement notre civilisation ». Et cette notion de patrimoine, à partir de ce moment-là, ne va cesser de s'étendre. Elle va cesser de s'étendre avec un certain nombre de grandes lois protectrices, un mouvement romantique d'intérêt pour les monuments, Prosper Mérimée, Victor Hugo, ces écrivains qui attirent l'attention du public sur le patrimoine. Et puis, le politique suit et met en place tout au long du XIXe siècle des lois qui vont aboutir à la grande loi de 1913 sur la protection des monuments historiques. Donc en France, ça s'est fait, parce que nous sommes un État centralisé, ça s'est fait avec une impulsion de l'État forte, mais aussi avec cet élan de la société civile. Et c'est à la rencontre des deux que s'est créée cette notion de patrimoine et les modes de protection du patrimoine. En Chine, il serait bien présomptueux pour moi de définir ce qu'est le patrimoine. On peut faire une comparaison peut-être d'après vos observations. Les observations, on a
des similitudes, c'est-à-dire qu'on a aussi une centralisation d'un certain nombre d'institutions et un regard du pouvoir central sur la manière dont est protégé le patrimoine dans chaque province, chaque région. La Chine aussi, on l'imagine comme ça, venue de France, s'est inscrite dans une continuité patrimoniale, c'est-à-dire qu'elle a préservé dans la longue durée ce patrimoine et que le réemploi des périodes antérieures est une constante. Mais on connaît aussi les grandes ruptures, y compris à l'époque contemporaine qu'a traversée la Chine, avec des destructions aussi importantes que celles qu'a connues la France au moment de la Révolution française ou des guerres de religion. Et donc là aussi, on voit bien qu'il y a ces éléments de comparaison. Et ce que l'on observe en Chine, en revanche, aujourd'hui, peut-être encore davantage qu'en France, c'est la question de l'imbrication entre la mise en valeur du patrimoine et la nécessaire la création, je dirais, d'un récit historique commun avec un lien entre le politique et la question du patrimoine qui est central aussi. Bien sûr. Donc finalement, à bien y réfléchir, un certain nombre de correspondances quand même et de points communs. Est-ce qu'on pourrait dire, pour résumer, que protéger le patrimoine, c'est préserver la diversité, la continuité justement et la créativité d'une civilisation ? Oui, c'est préserver effectivement la créativité d'une civilisation. C'est aussi, à un certain moment, choisir. Et parce qu'on ne peut pas tout protéger, on ne peut pas tout garder. Et donc il y a ce travail d'étude, d'inventaire, de choix, qui relève là aussi à la fois du politique, mais dans un dialogue avec la société civile, qui n'est pas simple. Et donc voilà, c'est ce travail compliqué de tamisage et de protection tout ensemble qu'est la protection du patrimoine. Oui. La Chine et la France se sont engagées à coopérer avec d'autres pays et l'UNESCO pour renforcer les échanges et la coopération, promouvoir le dialogue entre les civilisations, faciliter les échanges et l'appréciation mutuelle, soutenir la cause de la conservation du patrimoine mondial, sauvegarder conjointement les trésors culturels et naturels de l'humanité et promouvoir la construction d'une communauté de destin humain. Quelle est la situation d'après vous et comment voyez-vous cet engagement ? D'abord, à vous entendre, on voit que l'ambition est large et riche et l'énumération que vous donnez montre bien à la fois l'ampleur de ce que nous voudrions faire, je crois, communauté des nations, et puis aussi on imagine bien les difficultés que cela représente dans un monde où les cassures sont nombreuses, les conflits existent. Tout le monde a été bouleversé par ce qu'on a pu voir en Irak et en Syrie avec l'irruption de l'État islamique. Et vous savez que la France, à l'époque, a porté une initiative qui s'appelle ALIF, qui est l'Alliance pour le patrimoine dans les zones de conflit. Oui. Et c'est une initiative multilatérale. Un certain nombre de pays du Golfe Persique ont rejoint la France. Il y a des fondations américaines. Et la Chine participe à cette ambition. Et voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit que, évidemment, il y a l'UNESCO qui est la maison mère de cette ambition multilatérale, mais même dans nos temps troublés où les affrontements existent, eh bien, on arrive à trouver la voie d'un multilatéralisme de projet très concret sur la restauration de monuments. La Chine y participe et je crois même que récemment, la Chine a créé une organisation un peu du même type dont la création a été annoncée à Xi'an, qui sera consacrée, si j'ai bien compris, à l'Asie et avec la même ambition. Donc ça fait des petits et c'est très bien ainsi. Donc je pense qu'il y a une place encore pour ce multilatéralisme au service de la culture, de la protection du patrimoine, de nos racines communes. Parce que évidemment, pourquoi moi, professionnel français du patrimoine, je m'intéresse au patrimoine chinois ? Pourquoi un professionnel chinois du patrimoine s'intéresse au patrimoine français ? Parce que on reconnaît l'un et l'autre. Eh bien, qu'il y a une part d'universel dans le patrimoine que l'on préserve. Et quand nous formons des fonctionnaires français, ce sont des fonctionnaires qui vont obéir à la loi française et qui vont la mettre en œuvre, mais ils obéissent aussi aux conventions internationales que la France
à signer pour la protection du patrimoine. Et donc, ils sont aussi comptables vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis des citoyens de l'ensemble des pays, de ce que l'on fait du patrimoine et de l'aide que l'on apporte à ceux qui ne peuvent pas préserver ce patrimoine dans des pays qui n'en ont pas forcément les moyens. Et je crois que la Chine partage cette ambition commune avec la France. Lors de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine en avril de cette année, la France et la Chine ont réitéré leur volonté d'intensifier leur coopération sur la valorisation, la restauration et la conservation du patrimoine culturel à travers une feuille de route. Concrètement, comment s'articule cette coopération ? Alors cette feuille de route n'est pas une nouveauté en soi, puisqu'elle s'inscrit en fait dans une coopération qui remonte à longtemps, et il y a un certain nombre de documents comme cela qui jalonnent en fait ce parcours. Alors comment nous sommes structurés ? En fait, cette feuille de route nous sert de cadre, un petit peu de boussole, et nous travaillons en consortium. Les établissements publics qui dépendent du ministère de la Culture s'organisent chacun dans son domaine et coopèrent pour répondre aux besoins de coopération qui sont exprimés et pour accueillir nos collègues chinois en retour. Et nous avons par exemple dans le domaine des sciences du patrimoine une fondation qui s'appelle la Fondation des sciences du patrimoine et qui est un petit peu notre organe de fédérateur, et nous sommes plusieurs à participer à cette fondation et à intervenir en Chine, le laboratoire de recherche des monuments historiques, le centre de restauration des musées de France, l'Institut national du patrimoine, des universités, etc. Et c'est en bonne coordination entre ces différents acteurs. Évidemment, ensuite, il y a des acteurs incontournables, hein, le musée Guimet, un certain nombre de centres de recherche également, la Bibliothèque nationale de France. Voilà, donc on essaye de nous coordonner le mieux possible pour entretenir cette coopération qui se fait dans un cadre juridique qui est bien établi et qui est marqué par ces grandes rencontres politiques que sont les voyages dans un sens comme dans l'autre des présidents des pays, et puis les voyages ministériels et un certain nombre d'autres visites. Alors, on se souvient tous, en 2019, de l'incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris, un événement qui a ému le monde entier. La reconstruction de Notre-Dame de Paris est en cours et doit s'achever en 2024. Je vous propose tout de suite de nous rendre à la Cité de l'Architecture à Paris pour en savoir plus sur ce chantier hors norme. Redécouvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris et son histoire, depuis sa construction jusqu'au chantier d'aujourd'hui, c'est tout l'objet de l'exposition Notre-Dame de Paris des bâtisseurs aux restaurateurs à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Cette exposition, elle avait pour objectif de pouvoir donner à voir au public le chantier de restauration actuel, mais aussi de pouvoir mettre ce chantier de restauration en perspective avec d'autres chantiers, notamment celui de la construction et l'immense chantier de la restauration au 19e mené sous Viollet-le-Duc. Donc cette exposition, elle avait aussi pour objectif de maintenir le lien, notamment le lien émotionnel entre la cathédrale pour l'instant inaccessible et son public, ses visiteurs. Une expérience inédite qui place le public au plus près de Notre-Dame, comme ces sculptures en cuivre patiné qui ornaient la base de la flèche et qui ont été déposées quelques jours avant l'incendie dans le but d'être restaurées. Cette espèce de rapport de proximité avec les œuvres en général suscite une espèce d'émerveillement. On peut avoir des émotions qui sont plus intenses, notamment quand les gens découvrent le coq de Notre-Dame, celui qui ornait la flèche qui se trouve à 96 mètres et qui avait fait une chute lors de l'incendie et qui a été redécouvert le lendemain par l'architecte en chef des monuments historiques. L'émerveillement et la découverte des grandes étapes d'un chantier faramineux riche en symboles.
De 2019 à 2021, la première phase du chantier a visé à consolider et à stabiliser le monument pour que les restaurateurs et la restauration puissent intervenir. Cette restauration, elle a commencé depuis donc l'été 2021, où il y a eu un certain nombre de nettoyages et puis de premières restaurations. Aujourd'hui, sur le chantier, il y a des choses qui sont assez symboliques puisque la plupart des voûtes ont été rebouchées. Il y avait une partie des voûtes qui s'était effondrée au moment de l'incendie et quelque chose d'aussi très symbolique. On est en train de remonter la charpente de la flèche aujourd'hui et cette charpente devrait être terminée d'être posée d'ici la fin de l'année 2023. Donc la flèche, c'est le symbole, un des symboles de la cathédrale et donc la restauration avance à grands pas en 2023. Une aventure humaine aussi, qui nécessite la mobilisation de professionnels à Paris et dans toute la France. Compagnons, artisans, architectes, ingénieurs et chercheurs qui s'inscrivent dans la longue lignée des bâtisseurs qui ont façonné l'histoire de ce patrimoine mondial de l'humanité. Donc il s'agit effectivement d'un chantier hors norme. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Charles Personnat ? Il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment sur ce chantier qui est véritablement, comme vous le dites, hors norme. D'abord parce qu'il fait intervenir tous les professionnels du patrimoine. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on va vraiment de la conception, du travail intellectuel, jusqu'aux aspects les plus pratiques, les plus concrets. Toute la chaîne des métiers du patrimoine est engagée dans un effort remarquable et une organisation extrêmement aboutie. Et je sais qu'il y a eu de la part de nos collègues chinois la volonté d'apporter leur expertise aussi à ce travail. La Chine est le premier pays, je crois, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et elle est très active, notamment en ce qui concerne le patrimoine immatériel. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce concept de patrimoine immatériel qui s'est développé ces dernières années et peut-être nous donner quelques exemples? Oui, alors le champ du patrimoine est en extension constante, c'est un peu comme l'univers, ça s'accroît en permanence. Quand on parlait de patrimoine il y a quelques années, on pensait aux collections des musées, on pensait à des monuments illustres, etc. Et puis on a dit, mais en fait le patrimoine de nos campagnes, il faut aussi le préserver, tel lavoir, telle ferme, il faut la préserver parce qu'elle fait partie de notre identité, de notre paysage, voilà. Et puis ensuite, on s'est penché sur le patrimoine technique, le patrimoine industriel, comment préserver les traces de cette aventure humaine incroyable depuis le 19e siècle. Et puis ensuite, cette extension est allée encore plus loin. Et on s'est dit, mais en fait, finalement, il y a un certain nombre de gestes, de rites, d'habitudes, de coutumes, de traditions, eh bien, qui font partie de ce patrimoine. Et c'est cet ensemble que l'on nomme patrimoine immatériel et qui doit être aussi préservé, avec toujours ce risque qui n'est jamais simple, de le patrimonialiser à outrance et de faire que les choses deviennent un petit peu muséifiées, vitrifiées. Donc il faut être très, très adroit en fait dans le maniement de ces notions. L'UNESCO a beaucoup encouragé ce mouvement de développement parce qu'un certain nombre de pays faisaient valoir que dans leur culture, eh bien, ce n'était pas le monument qui était important, mais tel rite, telle tradition. Et évidemment, dans un pays qui a l'immensité, encore une fois, de la Chine, il y a beaucoup de traditions très diverses à préserver, et la Chine s'est attachée effectivement à préserver et à faire protéger à un niveau international parfois ce patrimoine immatériel. Il peut s'agir de gestes d'artisans, mais il peut s'agir aussi de la gastronomie. Vous savez que le repas gastronomique français a été voilà, la baguette de pain. Voilà. Donc c'est cela, mais ça peut être aussi des fêtes, des rites religieux, ça peut être voilà, tout un ensemble de choses qui constituent notre commune culture. Je vais soulever un point qui a été abordé aussi lors de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine cette année. Des équipes françaises doivent contribuer à l'étude et à la conservation de l'armée de terre cuite de Xi'an. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette coopération intéressante, puisque c'est un lieu très prestigieux, très connu de Chine? Qu'est-ce que ces équipes françaises vont pouvoir apporter ?
Alors, ce lieu avait fait l'objet vous vous en souvenez, d'une visite précédente du président de la République. En 2018. En 2018, il s'était rendu, je crois même avant d'aller à Pékin, il s'était rendu Oui, à Xi'an et il avait visité l'armée de terre cuite. Et effectivement, ça a été le moment de lancement d'une coopération où nos collègues chinois ont été intéressés par l'expertise que pouvaient avoir un certain nombre d'experts français, notamment rassemblés autour du laboratoire de recherche des monuments historiques, sur la préservation de l'environnement de terre. Vous savez, ces fosses dans lesquelles ont été découvertes toutes ces statues. Et donc voilà, comment est-ce que comment les préserver, comment faire en sorte qu'elles ne s'effondrent pas, voilà, toutes ces choses-là. Donc la coopération est en cours et c'est évidemment un grand honneur pour les experts français que de pouvoir travailler sur un monument aussi emblématique de l'histoire chinoise et là encore de l'histoire universelle, puisque les choses sont intrinsèquement liées. Et puis il y a 2 autres sites, peut-être moins connus du public français, mais qui sont des trésors nationaux en Chine. Je veux parler du temple de Gongshu-tang et du tombeau de Maoling, qui sont eux aussi, je crois, situés pas loin de Xi'an. L'Institut national du patrimoine a été sollicité pour travailler sur place. Vous vous y êtes rendu. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces 2 chantiers? Oui. Alors sur Maoling, sur les tombeaux de Maoling, c'est la question du granit qui nous intéresse. Comment préserver le granit. Et là encore, c'est le laboratoire de recherche des monuments historiques qui travaille avec les collègues chinois pour trouver les bons moyens de préserver cette architecture et ces sculptures. Nous avons aussi du granit en France, donc ça permet un certain nombre d'échanges de savants qui étudient ces matériaux. Pour ce qui est du temple de Gongshu-tang, là c'est vraiment l'Institut national du patrimoine qui a été à la manœuvre. Et alors nous avons mis en place avec nos collègues du Shanxi, avec le département du patrimoine de la province du Shanxi, eh bien une coopération tout à fait innovante, puisque nous, ce sont nos élèves qui sont partis travailler à Xi'an et sur le temple de Gongshu-tang, encadrés par leurs professeurs. Et nos collègues chinois ont fait un appel d'offres dans toute la Chine pour que des experts chinois dans différentes disciplines se joignent à nos élèves et travaillent ensemble à l'étude des matériaux de ce petit temple Ming, qui est un bijou, qui est vraiment un bijou, vous l'avez dit, il est classé trésor national, donc c'est parmi les monuments les plus insignes de la Chine. Donc on était là encore, comme pour l'armée de terre cuite, très honorés de pouvoir travailler sur un tel monument, qui est un monument de taille réduite, comme je disais, une architecture de bois fabuleuse, par l'ensemble de sa structure, et puis recouvert de peintures qui sont entre la laque et la peinture, et qui nécessitent d'être bien mieux connues avant de procéder à la restauration même du monument. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour nos élèves, évidemment, ça a été une découverte exceptionnel à la fois du monument, mais surtout de travailler avec leurs collègues chinois. Ça a été des échanges très riches. Tout cela a été traduit avec des interprètes en permanence. Et nous devrions avoir en 2024 un deuxième chantier école à Gongshu-tang avec nos collègues chinois. Et c'est d'ailleurs prévu dans la feuille de route. Et donc on s'emploie à travailler à cela et ça va être tout à fait passionnant. Et je crois qu'avec ça, on aura assemblé tous les éléments nécessaires pour que les Chinois puissent procéder ensuite à la restauration de ce temple qui se situe dans la campagne, en fait, près de Xi'an. Il y a d'autres projets entre la France et la Chine autour du patrimoine, et notamment, j'ai vu qu'un centre franco-chinois sur la ville et le patrimoine avait été organisé au sein de l'université de Tianjin, et qu'il y avait aussi un projet de centre franco-chinois de conservation du patrimoine à Hangzhou. Pourquoi c'est important de poursuivre ce dialogue autour du patrimoine et en créant ce type de centre ? Alors, je pense que nous avons beaucoup d'expertise à partager sur ces questions. Je pense aussi que nous, comme nos collègues chinois, sommes conscients de l'importance de nos patrimoines respectifs et des expertises qui ont été réunies autour. Et donc, on a vraiment lieu de coopérer sur ces questions-là. Vous citez plusieurs expériences qui sont tout à fait intéressantes. Celle de Tianjin, c'est intéressant parce qu'elle rejoint la question de l'urbanisation, c'est-à-dire comment est-ce que dans une ville qui se développe comme ça, on préserve quand
quand même le patrimoine, et pas seulement le patrimoine le plus ancien, mais aussi le patrimoine du 19e siècle, mais aussi le patrimoine du 20e siècle. Donc il y a toute une réflexion que l'on a aussi chez nous et on a tout intérêt à partager. Nous sommes intéressés aussi par tout ce qui touche à certains matériaux que nous retrouvons dans nos collections. Évidemment les textiles et en premier lieu la soie, mais aussi tous les papiers chinois. Ici, nous sommes tout près de la Bibliothèque nationale de France. Nous savons que dans ces collections, mais dans les collections de beaucoup d'institutions européennes, il y a des papiers chinois qu'il faut restaurer. Et l'expertise de nos collègues chinois est précieuse pour cela. Et nous avons beaucoup à apprendre d'eux pour cela. Nous avons aussi beaucoup à apprendre, je trouve, dans le domaine de la muséographie, et particulièrement de la muséographie de l'archéologie. Je trouve qu'il y a de beaux exemples de musées archéologiques en Chine qui sont intéressants pour nous d'observer parce qu'il y a à la fois la volonté d'exposer des collections qui sont magnifiques et puis l'archéologie est très active et donc on découvre sans cesse de nouvelles choses. Mais aussi, ce qui me fascine, c'est la force d'attraction sur les plus jeunes qu'exercent ces musées. Et je pense que c'est un exemple qui peut nous fournir une certaine inspiration. Et donc, on y sera attentif dans les années à venir. 2024 sera une année particulière entre la France et la Chine. Ce sera le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et aussi une année dédiée au tourisme culturel. Vous, en tant que directeur de l'Institut national du patrimoine, est-ce que vous avez des projets pour cette année ? Alors, nous avons ce projet du deuxième chantier de Gangshuitang dont je vous parlais. Et donc, vraiment, que cette année 2024 soit l'année du redémarrage de notre coopération concrète. Nous avons toujours maintenu les liens avec nos collègues chinois, même au plus fort de la crise du Covid. Grâce aux visio, nous avons pu continuer à travailler ensemble. Mais là, nous pouvons retourner sur le terrain. Nous avons eu une mission il y a quelques semaines qui l'a permis. Cela sera le cas aussi en 2024. C'est évidemment les années en 4 pour la France et la Chine sont des années importantes, ces années d'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Nous formons aussi, vous le savez, les conservateurs des archives aussi dans notre maison qui gardent la mémoire de cette histoire franco-chinoise, que ce soit aux archives diplomatiques, que ce soit aux archives nationales ou aux archives militaires qui sont conservées au service historique de la défense. Et donc, on ne manquera pas de s'associer à toutes ces questions. On sait bien qu'il va y avoir une très belle exposition aussi au musée Guimet qui se prépare sur la dynastie Tang. Donc, on y sera aussi très attentif. Voilà. Nous nous associerons à tous ces événements, mais en tout cas, ça va être une bonne occasion de raffermir les liens entre collègues français et chinois. Pour terminer cette émission, je voudrais vous demander, dans un monde comme le nôtre, qui est un petit peu agité ou incertain, d'après vous, quel est le sens que l'on peut trouver à la coopération culturelle, notamment, entre la Chine et la France ? Je pense que le sens de cela, c'est que, effectivement, vous l'avez dit, nous sommes dans un monde incertain. Les tensions économiques, les tensions commerciales, les tensions parfois militaires sont très fortes. Et en travaillant ensemble sur le patrimoine, on trouve un certain nombre de liens plus profonds qui nous rattachent à une expérience commune que fait l'homme de son devenir, de sa place dans le monde. Et je pense qu'en travaillant là-dessus, eh bien, nous nous éloignons un peu, nous prenons de la distance vis-à-vis de ce monde contemporain qui est parfois est angoissant. Ce qui ne veut pas dire que le patrimoine n'est pas instrumentalisé parfois par le politique. Et donc il faut prendre garde à cela. Mais c'est aussi une source d'espérance, je crois, dans les ressources que l'homme est capable de mettre en œuvre, des ressources de créativité, des ressources de tous ordres, parfois techniques, parfois artistiques, etc., pour faire face aux situations dans lesquelles il se trouve. Et ça nous donne, je crois, en Chine comme en France, une grande profondeur de champ qui fait la richesse de nos deux traditions. Eh bien, merci Charles Personnat de nous en avoir dit beaucoup plus que nous n'en savions avant sur le patrimoine et sur les relations entre la France et la Chine dans ce domaine. Je vous remercie vous aussi de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Paris Studio.